Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 3-1 du Milan sur le terrain du Chievo Vérone ce soir, superbe but de Kučka du gauche à la 45e minute, non moins beau but de Niang, toujours sur une belle frappe du gauche à la 46e en tout début de deuxième mi-temps, réduction du score à la 76e de Birsa sur coup franc et c'est un but gag de Denelli contre son camp à la 94e minute qui permet au Milan de l'emporter 3-1. M'accompagne ce soir pour en discuter Nico et Tom, salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Nico, le Milan est deuxième ex-aequo avec la Roma, qui l'eût cru? Toi peut-être, tu parlais des 5 premiers, en tout cas de ce qu'il faut viser pour la fin de la saison, mais c'est une belle opération. Oui, c'est une belle opération. On voit quand même que cette équipe a retrouvé de la confiance, parce que même lors de la première mi-temps, le Chievo nous a malmenés avant l'ouverture du score de Kučka. On était quand même bien en place, même si on touchait, je trouvais qu'on avait un peu de mal avec le ballon. Mais en tout cas, on ne se faisait pas prendre un revers par le Chievo, car on a quand même subi très très peu d'occasions dans ce match-là. Et pourtant, le Chievo a fait vraiment une très bonne première mi-temps contre le Milan. Mais on sent qu'aujourd'hui, on est mieux. C'est tant mieux. Maintenant, si je devais donner un bémol, parce que j'en ai quand même un, c'est que les 2 premiers buts qu'on marque aujourd'hui sont... Après, le football est fait d'erreurs, mais on exploite quand même 2 grosses erreurs défensives du Chievo. Il n'y a aucun jeu collectif sur les 2 buts qu'on met. C'est 2 belles frappes de loin. Je rappelle que c'était quasiment la même chose contre la Sampdoria quand on a gagné 1-0. Et c'est ce qui nous a permis aussi de débloquer le match contre la Lazio. Donc ça fait quand même, et sans compter Sassuolo il y a 2 semaines où c'est un penalty très litigieux qui nous remet dans la course, ça fait quand même 4 victoires sur 5, où on exploite des failles. Alors c'est le but aussi du football, mais ce sera pas ça à mon avis samedi quand même contre la Juve. Ah non, c'est certain, on sera bien évidemment là soit samedi soir, soit dimanche. Je sais que tu seras au stade. Il y a quand même une chose, Tom, c'est toujours aussi difficile pour les attaquants de pointe milanais d'obtenir des bons ballons. Oui, et je voulais en parler après plus tard concernant la Padula, mais oui, c'est très compliqué. Il n'y a pas démérité d'ailleurs. Ah oui, ça sera dans les plus. Voilà, c'est très compliqué parce que le jeu il est haché, c'est pas régulier. Comme l'a dit Nico, en première mi-temps, c'était vraiment très poussif, on s'est fait malmener et notre trio offensif et en particulier l'attaquant de pointe, comme je le dis, il a pas eu de ballon, on n'a pas eu énormément d'occasions. Et un peu comme le dit Nico, ça fait plusieurs fois qu'on a entre guillemets de la chance, c'est-à-dire que on marque soit sur des frappes improbables, parce que Kučka c'est quand même son mauvais pied, il nous sort une frappe venue nulle part, je sais même pas si sur son bon pied il arrive à mettre celle-là. Contre la Samp, c'est effectivement une erreur de la défense. À chaque fois c'est ça, et pour l'instant on a un peu cette chance-là, c'est-à-dire qu'on arrive à exploiter les erreurs adverses, mais voilà, je reste encore un peu sur... J'ai mis en fait des réserves, parce que la chance va peut-être finir par tourner dans le mauvais sens. Parce que là, effectivement, je trouve qu'on a un peu la baraque. Après, pour aller un petit peu contre ce que vous dites quand même, Nico à juste titre a signalé qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, mais le Milan a eu quelques autres occasions. À la 13e, il y a une énorme occasion sur un centre de Suso qui est repoussé, qui est sauvé in extremis par Cacciatore. Ensuite, en deuxième... Après le deuxième but, ils ont pris un coup sur la tête. Ah bah oui. Et là, le Milan a eu 3-4 occasions franches avec mais 2 même à la occasions de la 46e, Padula. Nico, même à la 46e après son but, Kučka retape le poteau cette fois-ci du droit. Ouais, Il y a une belle tête de... Exactement. Oui, une frappe de loin d'accord, mais quand même, il y a une belle tête de la Padula qui est sauvée par Sorrentino, puis il y a une occasion pour Niang dans la même minute à la 54e. Il y a la Padula. Alors là, sur le coup, j'aurais vraiment souhaité qu'il marque. Je pense que ça aurait été très bien pour lui, il le méritait à la 63e, qui en se battant récupère un ballon et vient buter sur le gardien. Sorrentino qui a fait une bonne partie. Il y a le coup franc de Niang repoussé par Sorrentino à la 65e. Bon, le Chievo n'a pas eu autant d'occasions. Ah non, la victoire du Milan, il n'y a strictement rien à dire, elle est amplement méritée, là-dessus je reviendrai pas là. C'est le seul bémol que je mets, c'est que pour l'instant, quand on marque, on exploite à 200% de grosses erreurs défensives de l'équipe adverse. Mais c'est bien, c'est l'opportunisme, c'est une qualité. Bien sûr, parce que nous aussi on en a fait, et c'est pas pour autant qu'on a pris un but. Mais quoi qu'il arrive, on voit très rarement des buts du Milan qui s'enchaînent par une action collective avec 4-5 passes. Et je pense pas que samedi Bonucci, Benatia, Chiellini, Barzagli fera de si grosses bévues en défense centrale. Ça c'est sûr, après le Milan l'a montré, y compris la saison passée, est capable d'élever son niveau de jeu. À mon avis, il y aura une belle ambiance samedi. Oui. Voilà, alors après, je ne vois pas non plus être confiant face au leader incontesté jusqu'à présent de la Serie A depuis quelques années, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on a constaté qu'un Milan, même moins bon qu'à l'heure actuelle, en tout cas au niveau de l'affichage et au niveau des points, était capable d'embêter la Juve dans le jeu et de battre l'Inter, etc. Donc, rien n'est impossible, on va essayer d'y croire, on sera à domicile. Tom,
Bon, le Milan qui est quand même au niveau des occasions dominateur, même si c'est vrai que dans le jeu c'est pas concluant. La solution, les problèmes aussi, peut-être qu'on peut en parler. D'où viennent-ils? Quel est le souci? On peut parler peut-être du manque d'influence au niveau des passes, au niveau de la précision des deux ailiers. Souzo Oui. et Nyang surtout qui toujours brille par son manque de technique. Et je rajouterais aussi Bonaventura qui a fait une première mi-temps assez exécrable. Il s'est réveillé Mais, après, mais c'est vrai. oui, voilà, j'ai la première mi-temps, bah, d'ailleurs un peu comme les ailiers, hein. C'est Nyang, hormis son but, a quand même, je trouve, été assez médiocre. Suso a fait une première mi-temps, et pourtant Dieu sait que je le défends beaucoup et que j'aime beaucoup ce joueur. Sa première mi-temps était catastrophique. Et Bonaventura, pareil, en première mi-temps, c'était pas ça du tout. C'est le manque de régularité un peu de nos joueurs, c'est un peu par à-coup. C'est Nyang, voilà, il est capable de te sortir une frappe sortie de nulle part. Mais à côté de ça, il te rate le plus simple, des contrôles faciles, des mauvais choix. Sousso, ça a été pareil. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette impression, on n'est pas complètement satisfait parce que on voit les énormes erreurs qu'on peut faire. Et en première mi-temps, moi, je m'arrachais les cheveux parce que on sortait pas un ballon, parce que dès que ça arrivait aux ailes, bah, soit Nyang faisait un contrôle avec ses pieds carrés et ça arrivait en touche, soit Sousso rendait la balle à l'adversaire, soit on perdait le ballon et on n'arrivait pas à gérer le pressing adverse. C'est ça qui laisse un peu un sentiment d'inachevé, même si on est content visiblement de la victoire qui est méritée. C'est qu'on pourrait faire mieux avec peut-être plus de régularité, peut-être plus d'impact offensif, parce que ça arrive pas assez fréquemment, je trouve. Bah, ce qui est vrai, c'est que lorsque Souzo et Nyang marquent des buts, c'est pas le cas de Souzo ce soir, même lorsqu'ils font des passes décisives, etc., c'est trop peu fréquent. C'est-à-dire qu'on attend que les attaquants aient plus de ballons. On attend que. Et c'est surtout d'eux que c'est censé venir, quoi. Je veux dire, c'est eux qui occupent les Exactement. côtés, ils sont censés donner les bons ballons. Alors Bonaventura aussi, me direz-vous, mais il défend, il donne d'ailleurs également des bons ballons. Il manque de régularité, effectivement, tu l'as raison, par rapport aux saisons précédentes. Mais cela dit, il revient quand même un peu, hein. On l'a vu bien Mais pire lui, que c'est ça, plus anecdotique, Bonaventura. ça varie un peu plus. Voilà, Mais, bon, mais c'est pas celui sur lequel mes interrogations portent le plus, si tu veux. C'est-à-dire que là, il va falloir trouver les solutions sur les côtés. Y aura-t-il un recrutement en hiver? On le verra. La solution est-elle tactique ou individuelle? Nico, qui mettrais-tu? Veux-tu qu'on rappelle Honda, peut-être, je ne sais pas, non. pour pourvoir les attaquants en bon ballon? Ou peut-être changerais-tu la tactique, mettrais-tu un Ah non. 4-4-2, je ne sais pas. Franchement, la tactique, que ça soit Mihailovic et Inzaghi, ils ont tous essayé plein de choses. En final, on revient toujours avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les joueurs que nous avons, le 4-3-3 est peut-être la meilleure compo. Maintenant, non, je ne mettrai pas Honda, je garderai Nyang et Suzo. Parce que mine de rien, Nyang, c'est vrai qu'on s'en plaint ici, mais aujourd'hui, il marque encore un beau but. Mine de rien, depuis le début de la saison, sa feuille de statistiques, je crois, est assez intéressante. C'est peut-être l'un des éléments les plus dangereux au niveau offensif au Milan AC. Et Mais Suzo, au niveau des ben, passes décisives, Nico, il faut en parler quand même, parce qu'il y bien a un sûr, souci. oui, mais tu veux mettre qui? Comme tu dis, on a Ah, je Honda dis sur le banc. pas. On a Honda sur le banc. Et après, on va y revenir, j'y reviendrai après, mais par exemple, c'est vrai qu'un Bonaventura, aujourd'hui, me laisse beaucoup d'amertume quand je le vois jouer, parce que je trouve sa deuxième mi-temps était meilleure quand même, mais par rapport à la première, mais il met énormément de temps à lâcher son ballon alors que c'était l'une de ses qualités avant. J'ai l'impression qu'il veut se prendre pour le sauveur comme ce qu'il était l'année dernière et il y a 2 ans, et de rechercher trop souvent l'exploit individuel, alors que par certains moments il a de meilleures possibilités. Après, concernant Suso, c'est un joueur qu'on voit quand même il a quelque chose, il a une belle qualité de passe. Mais le problème de Souzo, c'est que c'est vraiment le gars qui est sur courant alternatif dans un match. Ça veut dire que pendant la première mi-temps, on l'a pas vu du tout. Et quand l'équipe a commencé à être un peu mieux, ben, il a fait un quart d'heure, 20 minutes de très bonne facture en seconde période où il aurait pu apporter une ou deux passes décisives. Et même une frappe à un moment qui est contrée, qui passe juste au-dessus des cages de Sorrentino. Tom veut réagir. Oui, je rejoins Nico. On peut s'en plaindre effectivement parce que on voit un peu les faiblesses et l'irrégularité, pardon. Mais à côté de ça, comme le dit Nico, on n'a rien de mieux sur le banc. C'est pas Honda qui va changer la donne et à l'heure actuelle, il n'y a même pas de remplaçant à Nyang. Je Donc précise que j'ai pas dit que c'était un souhait de ma part. oui, 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 non mais Ce n'était qu'une j'appuie en fait, hypothèse pour essayer de résoudre le j'appuie les problème. dires de Nico. La question pourrait se poser en fait s'il y a une blessure ou une suspension. Mais là, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a de mieux ou de moins pire, c'est selon. Et concernant Nyang, je pense qu'il faut accepter. Malheureusement, c'est énervant parce que moi, il me sort par les yeux quand il rate des contrôles. Mais c'est un joueur qui a des qualités, on va dire, athlétiques et physiques. C'est-à-dire, ça va être un mec qui va épuiser l'adversaire parce qu'effectivement, il fait que courir. Et il est quand même assez bon dans les duels. Et ben, en contrepartie, ben, on sait que dans un match, Il y a du ben, déchet. sur 10 contrôles, il va t'en rater 8. Mais Ouais. c'est malheureux, c'est pas le football que j'aime. Mais
sur un certain côté, ça reste un peu. Il est décisif, comme le dit Nico, il est décisif. Donc je vais pas non plus jeter la pierre. Même si voilà, c'est pas le football que j'affectionne et pour moi, j'appelle pas ça un grand joueur. Alors mais ça de toute façon on sera tous d'accord, mais cela dit c'est vrai qu'il est précieux et que physiquement on n'a personne d'aussi explosif et d'aussi percutant, quoi qu'il arrive dans cette équipe à l'heure actuelle. Donc c'est intéressant pour l'instant de le titulariser, on verra s'il y a des recrues. Au mercato d'hiver, on passe au top, alors Nico c'est à toi. Alors les tops, j'en ai vraiment un qui pour moi c'est vraiment dégagé du match, c'est Romagnoli qui Ah s'affirme on est d'accord. comme un patron aujourd'hui. Ouais. Il m'a même rappelé avec le bandana, il m'a rappelé Nesta, enfin voilà. Et il a été très bon contre l'Espagne également avec la Nationale. Hein. J'ai pas regardé, j'ai pas les matchs de la Squadra, donc ça je ne peux rien dire sur ça, mais en tout cas aujourd'hui le patron de la défense, voilà. À 20 ans. Propre, je ne l'ai pas vu se faire prendre une seule fois à court, très peu de fautes, même peut-être aucune. Rien à dire sur lui. Après, je vais mettre, c'est pas des tops, c'est juste qu'ils ont été un peu meilleurs que les autres, enfin parce qu'ils se sont fait remarquer. Pour moi, c'est Kouchka et Nyang avec leurs 2 buts. Voilà, et 2 buts venus d'ailleurs, encore plus pour Kouchka, qui nous met dans une situation, qui nous facilite la rencontre. Donc c'est pour ça que je vais les mettre au-dessus des autres. Et pour finir, même si je l'ai pas trouvé dingue, il a été correct, c'est Locatelli. Pour la simple et bonne raison, qu'est-ce que c'est beau de voir un milieu qui joue vers l'avant. Franchement, je sais pas si vous l'avez remarqué par rapport à aux 37 passes, même si j'espère pour lui qu'il va bien se rétablir à Montolivo, mais Ah quand même. qu'il faisait. Mais ça, je suis quand même pas non plus un enfoiré de lui souhaiter de faire les ligaments. Et j'ai pensé à toi quand Philippe Genin, je sais pas si t'as regardé ça sur Beansport, quand Philippe Genin a dit que J'ai failli m'étrangler. Non mais moi, c'est vraiment la grosse différence qu'aujourd'hui j'ai vue entre Locatelli, et je t'avoue que quand Locatelli est rentré en cours de match, je ne voyais pas trop, mais alors aujourd'hui, sur la première minute, c'est cette facilité à tout de suite, aller jouer vers l'avant, essayer de faire sauter une ligne avec une passe. Ça sautait aux yeux, là, au Montolivo, quand le Milan faisait tourner la balle, toujours une passe derrière sur Paletta, Romagnoli. Là, on a un mec qui pense en premier lieu à jouer vers l'avant, et je pense que ça va être terrible pour Montolivo, mais je pense qu'il revient, quand il va revenir, alors je m'emballe peut-être un peu après un match, mais que ce soit Sosa qui s'y joue à sa place ou Locatelli, et vu ce qu'a montré Locatelli aujourd'hui, avoir affaire à suivre, je pense que Montolivo ne reverra plus le 11 titulaire du Milan AC, en tout cas à ce poste-là. Ah bah j'espère surtout que les Chinois vont pas recruter justement un milieu défensif au mercato d'hiver. Locatelli doit jouer titulaire, maintenant c'est acté, place aux jeunes, il est temps, et ça doit être le Donnarumma de cette année, voilà. Tom. Alors, je ne vais pas mettre Locatelli, même si j'ai un peu hésité. Il n'a pas été brillantissime non plus. Hein, voilà, mais... je vais faire un petit lien avec Nico avant de faire mon top 3. Voilà, il n'a pas été brillant, il a été juste. Voilà, il était juste, simple. Il n'a pas trop fait de déchets. Je crois qu'il y a eu une erreur ou une mauvaise passe qui entraîne un contre du Chievo. Oui, en deuxième mi-temps, mais à son âge, si tu veux, il y a beaucoup de jokers. C'est ce que je dis toujours, c'est comme pour Calabria. C'est 15 jours après l'événement contre Sassuolo où on a fait que parler de Locatelli. En plus, il y a tout qui s'est succédé pour lui. Si je peux en parler 30 secondes, c'est donc il y a eu le but, il y a eu les larmes à la fin du match, je sais pas si vous avez vu. Il y a eu la blessure de Montolivo, forcément on a fait le lien avec Locatelli. Et en plus de ça, il a été convoqué avec le U21 où c'était un des plus jeunes joueurs à être convoqué. C'était une quinzaine pour lui, mais monumentale. Et pour cette quinzaine-là, vu son âge, je trouve qu'il s'est quand même plutôt bien démerdé. Et un peu comme Nico, je trouve que on a vu la différence, même si c'était pas foufou. Alors, pour mon top 3, le top 1, je vais vous rejoindre, ça va être Romagnoli. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'il a bouffé depuis 15 jours, lui aussi, mais j'ai eu vent de la superbe prestation contre l'Espagne avec l'Italie. Et là, pareil, excellent. C'est aucune erreur. C'est vraiment le Romagnoli qu'on veut voir. Il nous fait un bon début de saison, même si Paletta est peut-être plus visible depuis le début de la saison, mais il faisait toujours 2-3 erreurs. Là, aujourd'hui, impeccable, rien à dire. Et on rappelle qu'il a 20 ans, c'est important, je l'ai déjà dit, mais 21, très bien, mais enfin 21 ans, jouer comme ça, avec une telle dextérité, avec une telle sobriété, avec une telle aisance, quand Nico dit qu'il lui rappelle Nesta, c'est pas un mince compliment, quoi, je veux dire, c'est impressionnant, et c'est vrai qu'il a un style de jeu, mais ça on l'avait décelé dès l'année dernière, qui fait penser, personne ne dit que c'est le nouveau Nesta, etc., faut se garder de ce genre de comparaison, mais en tout cas, une façon de jouer, un style, une façon de conduire son ballon, qui rappelle un petit peu le grand Nesta, espérons, en tout cas en tant que Milanais, on a le droit de le souhaiter, on est supporter, qu'il aura le même destin. Alors, en numéro 2, ça va être Kouchka, parce qu'il a été correct dans l'ensemble. Voilà, c'était déjà avant même son but, c'était un de ceux où je n'avais trop rien à dire. Et en plus de ça, voilà, c'est que
À partir du moment où il a mis son but, il a enchaîné avec une autre praline et en défense, il a quand même été très costaud. Je le flingue souvent pour son approximation technique. Mais là, ce soir, voilà, à part quelques erreurs, effectivement. En deuxième c'est mi-temps, pas- un peu plus, ouais. Oui, voilà, il était un peu fatigué, je pense. Mais franchement, il a fait une bonne prestation et faut le souligner, même si je ne suis pas fan de ce joueur, tout le monde le sait. Là, pour le coup, il nous enlève une bonne épine du pied parce qu'en première mi-temps, on était vraiment très en difficulté, hein. Et en numéro 3, j'en avais parlé un peu au début, ça va être Lapadula, parce qu'il a eu, allez, 3-4 ballons potables, à la rigueur. Et c'est l'attitude de ce mec-là, un véritable mort de faim, un bouffeur de ballons. Il me semble que sur le premier but, d'ailleurs, s'il y a la C'est perte de lui, balle, ouais, c'est c'est aussi lui. parce que Lapadula te sort, il te fonce sur le mec, j'ai cru qu'il allait l'égorger. Parce qu'en fait, voilà, c'est dès qu'il y a un semblant de ballon exploitable, il va y aller à fond. Et ça change un peu des mecs un peu nonchalants qu'on a pu avoir dans les précédentes années. Coucou Menez. Mario Balotelli. Oui, voilà, par exemple, il y en a plein, hein. Ah bah Nice, pense- il est pas loin de chez toi, là, Nico. Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai fait Tu 400 connais bandes son pour le voir. adresse? J'ai fait 400 bandes pour aller le voir à Milan, j'en ferai pas 20 pour aller le voir à Nice. D'accord. Ah bah ouais. Et voilà, donc moi j'aime bien, il a quand même réussi à faire deux trois bonnes choses pour le peu de ballons qu'il a eu. C'est juste dommage, je te rejoins MJ, qu'il n'ait pas réussi à concrétiser, à marquer un but, même si pour le coup Sorrentino a fait deux très belles parades sur lui. Bah, j'espère que le fait qu'il ait pas marqué le privera pas d'une nouvelle place de titulaire bientôt. Je Alors, pense évidemment, pas, parce que je pense que tout le monde a vu qu'il a quand même fait une prestation un peu honorable, surtout en ayant aussi peu de ballons, parce qu'en première mi-temps, Sousso et Nyang, ils en ont filé aucun. non, c'est C'est certain, peut-être c'est un très seul, compliqué d'être avant-centre au Milan AC, on le sait bien, il faut profiter, comme vous l'avez dit, des erreurs de l'adversaire, il faut qu'il y ait miraculeusement Nyang qui fasse une passe en retrait correcte, c'est pas simple, on est d'accord. Bon, avant de passer au flop, je veux simplement dire que j'ai le même top que Tom, hein. J'avais mis également Kuchka, que j'avais taillé en début de saison, mais qui revient bien, je trouve, et qui a été précieux, sans même parler de son but, hein. Je veux dire, effectivement, il s'est enflammé en fin de première mi-temps, et ça a payé, et il a failli en mettre un deuxième juste après, mais il a été très performant à la récupération, très bon physiquement, ultra précieux au milieu, donc bravo. Et j'avais mis la Padula pour les raisons que tu viens d'énoncer, parce que c'est vrai que alors évidemment j'aime les stats moi, hein, donc un attaquant qui marque pas ça me dérange toujours, mais j'aime son attitude, j'aime son côté aussi un peu filou, on sent qu'il est un peu, il cherche les mauvais coups dans la surface, et ça pour un avant-centre je trouve ça bien moi. Alors je sais qu'il y a toujours les grands chantres de l'éthique qui vous diront que c'est pas bien, plonger, truquer, machin, mais moi j'aime ce côté chez un avant-centre, Inzaghi l'avait, et ça fait partie des choses qui pourront, je pense, nous rapporter gros dans les mois à venir, si on lui donne bien évidemment de nouvelles chances, parce que Bacca soit titulaire c'est normal, mais enfin on aimerait bien voir la Padula plus souvent, et bien évidemment aux dépens de Luis Adriano principalement, qu'on n'affectionne pas particulièrement. On passe au flop, Nico. Alors moi, flop, ce sera plus des bémols que des flops, parce que j'en ai vraiment pas trouvé un mauvais aujourd'hui. Le premier, ça va être Sosa. Ouais. Il a eu une demi-heure pour s'exprimer, et bon, il est rentré en plus au moment où le Milan était pas trop mal, était même très bien dans le jeu. Et je l'ai pas vu, j'ai pas vu sa qualité de passe que j'avais pu voir contre le Napoli. Bon, il revient de blessure. Mais bon, déjà que c'est un joueur qui à la base est arrivé avec une certaine pression, car les supporters n'en voulaient pas vu le montant du transfert et son âge, et ses expériences un peu ratées dans de bons clubs en Italie comme en Espagne et en Allemagne. Donc bon, voilà, il a pas marqué les esprits. Après, bon, il a joué une demi-heure, donc voilà, on va pas non plus lui tirer la pierre. Et Bonaventura, pour les raisons que j'ai citées, ça veut dire que je regrette qu'il ne joue pas plus simple et qu'il veulent se prendre pour le sauveur de la patrie. Tom. Le flop 1, pareil, ça va être Sosa, que je n'ai vraiment pas aimé. Je pense que ça va être difficile pour lui parce donc il est arrivé dans un contexte un peu difficile, comme l'a expliqué Nico. En plus de ça, il ne joue pas vraiment, alors qu'au milieu, c'est censé être notre point faible. Enfin, c'est ce qu'on a dit à juste titre depuis le début de la saison. En plus de ça, il perd apparemment son duel face à un gosse de 18 ans parce qu'il y avait un peu une bataille, entre guillemets, enfin, c'est ce qui se lisait dans la presse, entre lui et Locatelli pour jouer devant la défense. Au final, c'est Locatelli qui a joué. Et là, il rentre et il fait quand même il a énormément de déchets, contrairement à ce qu'a dit Monsieur Génin sur Bein. Moi, je l'ai trouvé assez en difficulté. Donc, autant sa première apparition m'avait plutôt laissé une bonne impression, m'avait un peu convaincu. Autant là, ouais, je sais pas. J'attends de voir. On va pas non plus jeter la pierre pour une seule demi-heure, mais en tout cas, elle a pas gagné des points. Et en second, ça va être Sousso, parce que en dehors des 20 minutes qu'a expliqué Nico dans sa précédente intervention, je l'ai trouvé très 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 en difficulté. En première mi-temps, ça a été horrible. Nyang, c'était pareil, mais Nyang, on va dire que je le sauve parce qu'il a marqué un but. Sousso, par contre, il n'a pas eu cette chance-là, et c'est vrai que
contrairement à d'habitude, je l'ai plus souvent trouvé mauvais que bon aujourd'hui. Et en troisième point, ça va être un micro bémol, parce qu'un peu comme Nico, j'en ai pas vraiment des gros flops. Ça va être Paletta, que j'ai trouvé un poil plus limite, un poil plus borderline, avec peut-être plus de fautes, avec il me semble d'ailleurs que le coup franc qui amène le but, c'est lui qui le crée, je suis pas sûr. Peut-être que c'est lui, je sais pas. C'est Paletta qui fait la faute sur. Si, il prend un jaune d'ailleurs. Bien sûr. Ah, c'est Paletta, magnifique coup franc de Birza. Hein. Oui, certes, voilà, mais il me semblait que c'est bien Paletta qui faisait la faute. Puis en dehors de ça, il faisait 2-3 interventions un peu limite. Faut qu'il fasse attention. Après, ça reste un micro bémol parce que c'est un joueur qui nous a fait un début de saison oui, c'est le meilleur Milanais d'ailleurs depuis le début. Et il a été, disons, juste correct aujourd'hui avec quelques erreurs. Je le signale juste, même si j'aurais pu signaler aussi Bonaventura pour les raisons qu'a signalé Nico. Bon bah moi je vois un point positif, c'est que c'est la première fois qu'Abaté n'est pas dans les flops. Donc il y a du mieux. J'ai hésité. Oh, il a pas été brillant, mais il a pas fait un mauvais match. Et c'est vrai que bon. Comment dire, après tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, c'est délicat de le voir titulaire. Maintenant, je fais partie des gens qui pensent qu'il va retrouver son niveau. C'est-à-dire que je pense que c'est qu'une question de temps et qu'on va retrouver l'Abaté tôt ou tard qu'on avait encore au mois de mai, voilà. Mais ça a été tellement délicat, il nous a coûté des buts, il était en deçà. Et là même là, hein, il a pas été mauvais, il a même fait quelques bonnes interventions, y compris en fin de match où je l'ai trouvé combatif et précis, je trouve, au niveau de ses interventions défensives. Je voyais que c'était toujours pas ça à la course. Il a plus. En tout cas, en ce début de saison, il n'a pas la marge qu'il avait sur ses adversaires. Comme il a l'air d'avoir pris un coup de vieux. Ouais, il a pris un coup de vieux, ou alors tout simplement c'est trop tôt dans la saison. Rappelle-toi l'année dernière, il n'avait pas bien démarré non plus, et c'est à partir de janvier seulement qu'il est revenu. Donc je pense qu'il va finir par revenir, je pense simplement que c'est trop tôt pour revoir le vrai Abaté. Mais d'un autre côté, il faut un capitaine. Et c'est pareil, il y a l'éternel débat, Montolivo n'est pas là, à qui donne-t-on le brassard? Et je pense que c'est le seul qui a la légitimité au niveau de l'ancienneté, au niveau aussi de la gouaille et de la capacité verbalement à galvaniser ses troupes. Je pense que c'est la seule qui ait cette légitimité-là. S'il pouvait la regagner sur le terrain en refaisant des prestations dignes de la deuxième moitié de la saison dernière, ce serait encore moins discutable. Mais bon, j'espère qu'il sortira un grand match contre la Juve et surtout parce que ce sera une autre paire de manches. On passe au grand débat, à la grande actualité, à la grosse actualité de la semaine, à savoir Paolo Maldini, auquel on a proposé un rôle de porte-manteau subordonné à un intégriste côté chinois, qui a refusé parce que Maldini voulait avoir une certaine autonomie, une certaine liberté d'action, sans forcément demander les pleins pouvoirs. D'ailleurs sa dernière interview à ce titre est assez instructive. D'ailleurs vous pouvez aller sur acmilanzone.fr, elle est bien transcrite, comme d'habitude avec Gila. Nico, qu'as-tu pensé de ce qui s'est passé avec Maldini? On a déploré au niveau notamment du départ par exemple d'Ambrosini il y a quelques années ou d'autres cadres, le traitement réservé par les dirigeants, Galliani, Berlusconi, etc. Là, on remarque que les Chinois, certes, offraient un poste à Maldini, mais plus un poste décoratif qu'un poste réellement décisionnaire. On sait que Maldini a des idées arrêtées sur le foot, qu'il a une vraie vision, que avec tout le respect qu'on porte pour Inzaghi, Seedorf et tous les anciens qui se sont succédés sur le banc milanais, Maldini c'est encore au-dessus, c'est quand même un quart de siècle au Milan AC. D'après toi, les Chinois se sont-ils bien comportés? Fallait-il lui proposer ce genre de poste? Moi, je t'avoue que concernant cette histoire, j'ai hâte de savoir la suite sur ce qui va se passer parce que j'ai énormément de déceptions. Depuis le temps que j'attendais qu'on propose un poste à Maldini, à l'époque déjà sous Silvio Berlusconi, j'aurais même pas imaginé une seule seconde que Maldini puisse rester autant de temps en dehors du Milan déjà. Comme Zanetti à l'Inter, quoi. Je veux dire, dès qu'il a fini sa carrière, il est rentré tout de suite dans l'organigramme du club. Pour moi, c'était la place que devait avoir Maldini à Milan. Quand les Chinois ont proposé un poste, je me suis dit, bon, ça va se faire comme c'est. Voilà, ça arrive avec du retard, mais ça va se faire comme une lettre à la poste. La première déclaration de Maldini, déjà, avait refroidi un peu tout ça. La deuxième l'a complètement anéanti. Maintenant, je t'avoue que j'attends de voir la suite, parce que je trouve Maldini quand même très gourmand, c'est vrai. Alors après, si c'est pas un poste de porte-manteau, comme tu dis, hein, mais je trouve quand même très gourmand. Il peut pas non plus demander tout pouvoir de décision. Je veux dire. C'est pas ce qu'il a demandé. Hein. C'est pas ce qu'il a demandé. Il demande une certaine. Il demande à rendre des comptes directement aux Chinois. Oui, mais après dans n'importe quel organigramme, t'as toujours un supérieur. Je veux dire, donc il se décrit comme en dessous des Chinois quand même.
Non mais là il se fait checker par Mirabelli, c'est ça? C'est-à-dire qu'il est en dessous de Fassone, ce qu'on peut comprendre, mais il est aussi en dessous de Mirabelli. C'est-à-dire qu'il y a deux mecs au-dessus de lui qui vont le priver d'une certaine liberté d'action dont il aurait besoin pour être efficace. Et c'est vrai que c'est assez navrant, surtout quand tu sais, et ça les supporters doivent l'avoir mauvaise, et même certains anciens joueurs comme Albertini, rappelle-toi sur son Twitter qui disait non sono interista, je crois qu'il a mis un panneau comme ça. Eh bah oui, mais à un moment donné, quand on a une fierté, un sens de l'honneur, je suis désolé, c'est normal quand tu t'appelles Maldini, que tu représentes un quart du siècle milanais, il n'y a aucun joueur, je pense dans aucun club qui a fait, enfin je sais pas, peut-être que je dis une connerie, en tout cas au Milan ça s'est jamais vu, un quart de siècle, c'est normal de pas accepter d'être le sous-fifre, le porteur de café mais je sais pas, d'un intériste quoi, je sais pas, c'est l'humiliation suprême. Moi j'avoue que déjà c'est vrai que l'histoire de Fassone et Mirabelli, ça m'emballe pas du tout par rapport à leur passé. Maintenant les Chinois ont déjà décidé que ce serait eux. Donc ça, c'est eux, ils ont déjà signé un contrat, ils sont là. Donc quoi qu'il arrive le prochain, parce que maintenant on parle d'Ambrosini ou Albertini, ce serait eux à qui on va proposer le poste vu que Maldini a refusé. Je veux dire, quoi qu'il arrive, c'est un des deux qui vient, il va devoir faire avec ces deux mecs-là. Maintenant, c'est pour ça que j'attends de voir la suite. Parce que si c'est vraiment un poste de porte-manteau, ça veut dire que je pense qu'il risque d'être refusé par les prochains. Monsieur ancien étendard, parce qu'en fait ils veulent un porte-drapeau, les Chinois ils veulent une caution on va dire morale pour les supporters. Ils veulent quelqu'un pour faire bien sur la photo, mais ça suffit pas quand même. Ben, c'est pour ça que j'attends de voir la suite, parce que si on a un Ambrosini, un Albertini, quelque chose comme ça, même le prochain, même s'il décide d'y aller et qu'au final on se rend compte que ces mecs là en fait n'ont aucun pouvoir, ben dans ces cas-là ça donnera raison à Maldini. Mais si, parce qu'il faut dire, c'est ça, si un mec comme Albertini Ambrosini y va, et qu'au final on se rend compte qu'il a un vrai pouvoir de décision, on va dire, c'est Maldini qui a été gourmand finalement. Enfin après peut-être qu'il pourra lui donner un vrai pouvoir de décision pour daber le pion à Maldini après coup, ça. C'est toujours pareil, ça peut être aussi habile tactiquement ça. C'est pour ça que j'attends de voir la suite, j'avoue que voilà. Moi je pensais que ça allait tellement être simple, je pensais même pas qu'il y aurait eu un problème. Et moi surtout je pensais qu'il y en aurait trois, c'est-à-dire je pensais qu'il y aurait et Maldini, et Albertini, et Ambrosini dans l'organigramme, moi c'est ça que je souhaitais. Il y en aura qu'un, ça c'est une certitude. Bah c'est triste. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions, parce que voilà, bon après le seul... Maldini reste un homme intègre et de valeur, c'est le seul truc pour l'instant sur lequel je m'arrête, c'est que je me dis que voilà, j'ai lu sa déclaration et je vais le croire. Voilà, pour commencer, je vais le croire, même si j'espère qu'il n'a pas été trop gourmand. Bon, donc on sait déjà que c'est pas financier quoi qu'il arrive. Non, mais je dirais pas trop gourmand au niveau de ce qu'il voulait pour le poste. J'espère que voilà, après, j'espère qu'il a pas pris le boulard. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Non, mais rappelle-toi de Baggio en sélection, c'est pareil, dans l'organigramme de la fédération. Finalement, on lui donnait pas les fonds pour aller superviser les joueurs alors qu'il était censé être... Enfin, il était chargé du secteur jeune. Et bah là, c'est en gros la même chose, c'est-à-dire qu'on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, un porte-manteau sans lui donner de pouvoir. Tom. Bien sûr, ça a toujours existé ça dans tous les clubs des fois. Ouais, mais c'est triste. Je sais, non mais je sais. Et la question c'est au Real, au Bayern, combien il y en a des anciens joueurs dans l'organigramme quoi? Déjà, il y en a pas qu'un et surtout ils ont un vrai pouvoir et ils ont bien commencé directement au Real ou au Bayern. J'ai du mal à croire qu'ils aient fait leurs armes dans des clubs de série, enfin de je sais pas comment on dit, Liga B, j'en sais rien, je sais pas comment ça s'appelle dans ces championnats-là, mais je sais pas ce qu'en pense Tom, mais moi je suis assez sidéré, et ça a tendance à me conforter dans ce que je disais, dans mon propos de fin de saison dernière dans la spéciale, c'est-à-dire que les Chinois, en réalité, se foutent de l'histoire du club et de son patrimoine. Alors, évidemment c'est un peu tôt, je m'avance, etc., mais déjà le fait de placer un intériste quoi, italien ou pas, peu importe, un intériste dans l'organigramme du Milan AC avec un gros pouvoir de décision. Si on veut respecter l'histoire, le patrimoine du Milan AC, ce à quoi moi je suis attaché, eh bien c'est pas la meilleure façon de démarrer. Je sais pas ce qu'en pense Tom. Je pense grosso modo comme Nico, même si je crois on va dire davantage en Maldini, j'ai moins de doutes. Parce qu'il y a une chose qui me marque, c'est que Maldini ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans maintenant qu'il a arrêté. Ça fait 7-8 ans ouais voilà, ça fait quand même un certain temps maintenant qu'il a arrêté, un certain temps qu'on en parle ou qu'on en parle plus ou moins au Milan, et qu'il aurait je pense toutes les occasions, il a à mon avis eu plein d'occasions d'aller ailleurs, et s'il est toujours libre, s'il a toujours rien, s'il attend toujours un appel du pied du Milan, c'est qu'il a le club dans la peau. Ça c'est une chose que j'espère que t'en as jamais douté. Oui voilà, non mais il faut quand même le rappeler. C'est dans ces déclarations, du coup, je ne le vois pas trop gourmand. Partant de ce postulat-là, je le vois pas trop gourmand. Je ne crois pas qu'il ait un boulard ou qu'il ait l'envie d'avoir les pleins pouvoirs. Mais effectivement, je pense que je pense que ça l'emballe pas forcément l'idée d'être derrière les deux intéristes et d'être, le faire valoir et d'avoir ses idées stoppées par la pensée opposée de ces deux-là. Donc voilà, un peu comme Nico, j'attends de voir. J'espère que les Chinois sauront peut-être pourront moduler leur offre et proposer quelque chose de plus
du plus alléchant pour Maldini, auquel cas je pense qu'il acceptera parce qu'il n'aura aucune raison de refuser. Et sinon, il se dirigera vers Albertini et Ambrosini, mais un peu comme Nico, si c'est vraiment un poste de faire valoir, je ne les vois pas, surtout Albertini, même Ambrosini, je ne vois aucun de ces deux-là accepter. Alors Albertini et Ambrosini qui ont joué ensemble, on le rappelle, qui ont fait le milieu du titre de 99, c'est quand même pas pareil parce que Albertini a eu un haut poste à la Fédé, il était quand même, c'est quelqu'un qui était haut placé, je sais même pas s'il l'est pas encore, il avait démissionné, peut-être, je sais plus comment ça s'est passé. Du coup il avait des responsabilités, justement. Oui c'est ça, donc c'est pas le genre de type qui accepterait un poste de faire valoir. Ambrosini c'est différent parce qu'il a rien fait sur le plan administratif depuis qu'il a arrêté sa carrière. Pour l'instant je crois qu'il est au commentaire Ambrosini pour la télé. Oui c'est ça, on en a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines dans la presse, je sais plus à quel titre, mais enfin ce qui est sûr, c'est que pour Maldini c'est navrant, parce que s'il y en a bien un, il n'y a pas un type, il n'y a pas un ancien joueur qui mériterait davantage un poste haut placé au Milan AC que Maldini. C'est l'étendard, c'est l'histoire du club, on peut pas laisser comme ça. Maldini c'est au-dessus de tous les intéristes, quelle que soit leur expérience dans ce domaine si tu veux. À un moment donné, les symboles sont forts, je l'ai dit suffisamment en fin de saison dernière, et on peut pas comme ça piétiner le symbole Maldini, je suis désolé, au profit d'intéristes. Pour moi ça passe pas, la pilule est trop difficile à avaler. Nico? Moi, le seul truc que je voulais finir là-dessus, c'est dans les quelques interviews qu'il a données depuis qu'il est parti du Milan, enfin des très grosses interviews, où souvent on a même fait des émissions juste après ces interviews. Oui, elle est en ligne d'ailleurs, hein, je peux la mettre en lien. 184e, je crois. Il y en a eu 2-3 en tout cas de très grosses interviews à la Gazzetta où à chaque fois je trouvais surtout qu'il touchait juste les défauts du Milan. Et donc c'est ça qui fait du mal, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il y avait c'est là où Maldini a toujours eu une liberté de parole, de dire réellement ce qu'il pensait, et je pense il ferait du bien à ce Milan. Voilà, maintenant j'ai l'impression que ça veut plus quoi. Maldini et le Milan, c'est triste, mais depuis ce départ à la retraite, on a du mal à recoller les morceaux, quoi. D'ailleurs, on avait dit, je me rappelle, enfin j'avais dit lors de mon introduction en sa fameuse émission que je vais essayer de mettre en lien, d'ailleurs je pense qu'on doit pouvoir mettre des liens sur YouTube sous la vidéo, donc les auditeurs qui s'intéressent pourront aller l'écouter. C'est une interview qui date de Noël, soit 2013, soit 2014, je ne sais plus, et il était en gros sur la ligne Casa-Milan. C'est-à-dire vous réécouterez cette émission, on avait repris l'interview, je crois qu'elle avait été retranscrite dans l'équipe, dans la Gazzetta à l'origine et même dans l'équipe en français par la suite, et il était pour la formation, pour plus d'italien, etc. Donc je me disais formidable, voilà, Maldini qui comprend le Milan, personne ne le connaît mieux que lui et qui dit comme nous des propos qui parfois vont à contre-courant de l'idéologie dominante, et j'en étais ravi. Bon, on passe au mot de la fin avec Tom. Eh bien, ça va être une petite pique envers nos cousins interistes. On a beau reprocher un peu le capitanat à Montolivo, les écarts sportifs d'Abate, mais quand je vois la déclaration sur l'autobiographie de monsieur Mauro Icardi qui insulte littéralement certains supporters et que ça prend des proportions énormes, c'est-à-dire que là, en début de soirée, il y avait des personnes de la Curva Nord qui étaient devant chez lui en train de l'insulter. Je me dis que finalement, Montolivo, c'est pas un si mauvais capitaine parce que Icardi, quand même, c'est quand même une belle enflure. C'est vrai que Montolivo, pour l'instant, ne nous a pas encore pondu une autobiographie aussi. Ah oui, et encore moins, et il n'a pas insulté non plus les supporters. Puis même, voilà, le parallèle est trouvé, c'est au moment de la blessure, il a répondu de manière un peu ironique, je sais pas si vous l'avez vu, à ceux qui lui souhaitaient un peu la blessure et étaient contents un peu de cette durée d'absence. Il n'a pas été méchant, il a répondu un peu avec humour. Icardi, dans sa autobiographie, mais ça se demandait s'il a été doté d'un cerveau à la naissance de celui-là. Donc voilà, c'est que je me dis que Montolivo en capitaine, c'est pas top, c'est même pas brillant du tout, mais c'est toujours mieux qu'Icardi. Sur le plan de la mentalité, je crois que même Nico a toujours reconnu qu'il avait été exemplaire. C'est un type bien, Montolivo, on lui reproche simplement... C'était juste pour tacler Icardi. Oui, non mais tu as raison. Tu as raison. Bon, moi ce que j'espère c'est qu'Abate, comme je le disais, maintenant qu'il a le brassard, ce que je souhaitais depuis des années, donc moi je suis ravi qu'Abate ait le brassard, simplement j'espère que ses prestations seront plus du niveau de la saison dernière, enfin deuxième moitié, que de ce qu'on a vu depuis le début de saison, ce soir excepté. Nico, mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, ce sera un compliment pour le site AC Milan Zone, et plus particulièrement pour Bellu, qui a pondu 5 articles sur la carrière de Shevchenko. Et vu que c'était mon petit chouchou à l'époque, et ça l'est toujours... C'était pas Pato ? J'aimais beaucoup Pato. La différence c'est que Shevchenko il nous doit faire une Ligue des Champions contre la Juve. Ah, et pas Pato, quel dommage. Mais je suis toujours comme ses performances à Villarreal. Ah oui, j'en doute, oui, j'imagine que t'as les DVD, même t'as tout gravé. Mais en tout cas, l'Ukrainien, il m'a rappelé de formidables moments dans ces 5 articles, et je voulais le féliciter car ils sont très très bons.
Oui, en attendant ceux sur Pirlo. Donc, pour faire plaisir à Nico toujours. Bon, messieurs, bah écoutez, on se retrouvera alors soit samedi soir, soit dimanche. C'est toujours pareil, Nico, tu seras au stade, donc c'est toujours intéressant d'avoir le retour du stade. Donc il est possible qu'on enregistre que dimanche, mais tout ça, ça se décidera en fonction des disponibilités de chacun. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. Mon mot de la fin, juste brièvement, j'allais l'oublier, c'est vive les jeunes, sur pareil, c'est-à-dire que c'est très intéressant de voir Locatelli, on l'a dit suffisamment. Pourvu qu'il y ait d'autres jeunes, tu nous parlais Tom de Bellanova, j'espère qu'il y en aura d'autres. Plizzari évidemment, même s'il sera que remplaçant de Donnarumma, on veut des jeunes au Milan AC. C'est l'équipe la plus jeune de Serie A, donc ça fait plaisir. Et puis on peut aussi aller en recruter, on parlait de Nyang, on parle de Romagnoli, il y en a d'autres. Ça fait plaisir et moi je suis content de finir là-dessus, en espérant que ces jeunes-là justement seront capables, samedi soir prochain 20h45, de faire un vrai bon résultat contre la Juve. Bonne semaine à vous, rendez-vous samedi soir ou dimanche, salut. Ciao. Ciao, ciao.